ce qu'on a fait sur la cataract. Climb, c'est clap and now clap. Je voulais juste introduire la vidéo que tu vas juste voir là, qui est une interview de Joyce Villaume-Ledon. Joyce, c'est ma première professeure en Ayurveda, c'est avec elle que j'ai fait mon cursus de base, on va dire. Et je trouvais ça intéressant de l'interviewer pour te le montrer à toi, puisque moi j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec elle à de nombreuses reprises. Mais je me suis dit que ça pourrait être chouette de partager un petit peu son expérience et sa connaissance aussi et ses caractéristiques avec toi. Tu verras qu'on parle un petit peu de son parcours, de ses expériences, de sa vision de l'Ayurveda, la vision de la médiumnité aussi puisque Joyce est médium. Et dernière chose que je voulais te dire, c'est que je m'excuse d'avance pour le son. J'avais prévu 2 micros, 2 enregistreurs, etc. Mais il y a eu un souci avec le mien, donc je vais faire en sorte que le son soit quand même un peu fluide. Mais il est possible que du coup tu aies des moments où on entend un petit peu moins ma voix. Ce qui compte, c'est que tu entendes Joyce, puisqu'a priori c'est elle qui a des choses à dire, donc c'est pas trop un problème, mais je voulais te prévenir. Le son n'est pas optimum comme je l'aurais espéré. Et voilà, je te laisse, je t'en dis pas plus. Je te souhaite un très bon visionnage. Très bien, et bien bienvenue Joyce. Je suis très heureuse de t'avoir sur ma chaîne, enfin, depuis le temps. Merci beaucoup, ravie d'être là. Puisque si vous ne savez pas, j'ai étudié l'Ayurveda avec Joyce en premier, c'était ma formation de base. Et j'aimerais beaucoup donc vous la présenter de manière un peu plus profonde avec des questions qui j'espère seront intéressantes pour vous. Et la première question que je vais vous poser, c'est quel est un mantra que tu aimes particulièrement? Mon mantra préféré, c'est le mantra de Vishnu, que souvent, qui me revient en tête. C'est un mantra très long en fait, qui fait une page. C'est un mantra pour le succès. Et en fait, je sais pas, en fait, il y a beaucoup de mantras que j'ai appris par cœur pour ensuite pouvoir les donner. Et celui-là, il m'est resté particulièrement en tête. D'accord. Voilà, donc j'enseigne ça en première année, c'est le grand mantra à Vishnu. Oui, il me semble qu'on l'avait vu. Ouais. Très bien. Et bien si tu pouvais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout, tu peux faire aussi concis ou aussi développé que tu le souhaites. Ok. Donc, je m'appelle Joyce Villaume-Ledon, ça se voit que c'est bon. Oui. Donc, je pratique l'Ayurveda depuis 2007. J'ai étudié en Inde, j'ai suivi un Gurukul pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai suivi sur près de 10 ans différents types de... Enfin, pas différents types de formations, toujours des formations universitaires en Inde. Donc, dans l'université de Jamnagar et aussi à Bharati Vidyapeth Pune. Et j'y étais encore en fait la semaine dernière pour me spécialiser, pour voir les maladies ORL en particulier. Donc voilà, et avec ça, j'ai appris les soins énergétiques sur 6 années, en 6 années. Et j'ai développé de la médiumnité qui s'est plus déclenchée quand j'ai voulu aider les gens. Donc voilà, et donc là-dessus, ça c'est ma formation, et là-dessus j'ai créé un certain nombre de choses. C'est souvent des projets d'ailleurs qui arrivent un peu d'eux-mêmes, c'est plus que c'est moi qui vais les chercher. Donc j'ai d'abord fondé l'Institut français d'Ayurveda, qui est une école qui a duré peu de temps. Et j'ai repris avec Ayurveda et Conscience, qui existe maintenant depuis l'année prochaine, ça fera 10 ans en mars. Voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Alimentation et santé selon Ayurveda. J'avais créé avec Aurélie Cros le Café Ayurveda à Paris, qui a duré 7 ans, qui était un rendez-vous où différentes personnes pouvaient venir poser des questions à Ayurveda. Et j'ai lancé la Fédération française d'Ayurveda en 2019. Alors bien sûr c'est un travail d'équipe, c'est juste que j'ai pris l'initiative de démarrer ça et d'aller chercher des gens, notamment avec l'aide de Natalia Movia Alonso. Natalia April, ça dépend comment est-ce qu'on la connaît, mais après ça a été le travail de beaucoup de personnes, hein. C'est pas absolument pas que mon travail, voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà. Et j'en profite, je remettrai des liens sous la vidéo pour avoir accès à tout ce que fait la fédération, puisqu'il y a un travail énorme qui est effectué pour l'instant dans l'ombre plus, mais qui est colossal, puisque c'est un travail d'équipe comme tu dis. C'est ça, c'est exactement ça.
C'est réussir à travailler ensemble avec un mode de fonctionnement en intelligence collective. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de discussions, mais ça permet d'avancer ensemble. Donc d'avancer ensemble, c'est toujours plus long qu'à d'avancer tout seul, mais c'est plus stable en général. Donc, c'est sûr. Et j'aimerais savoir, parce que moi j'ai une petite idée déjà, mais comment tu as découvert l'Ayurveda? Puisque tu as un passif qui n'est pas du tout dans le bien-être et l'Ayurveda, ça me semble. Alors, bon, quand j'ai découvert l'Ayurveda, je n'avais pas encore 40 ans, d'ailleurs je ne le sais toujours pas, donc j'avais pas beaucoup de passif. J'ai découvert ça en lisant un livre de Judith Morrison. C'est un livre rouge, je pense qu'on trouve encore dans le commerce. Et ce qui est marrant, c'est qu'en revenant d'Inde après ma formation, j'ai offert ce livre à mon grand-père et j'ai corrigé le livre. Donc c'était déjà bien parti. Voilà. Voilà comment j'ai découvert l'Ayurveda. Tu as envoyé une édition corrigée à l'autrice ou pas? Oh, bien sûr, non. Non. Donc tu as découvert via un livre et tu es partie en Inde sur la lecture d'un livre. Non, pas du tout sur l'écriture d'un livre. La lecture d'un livre, c'est vraiment, c'est l'Ayurveda qui m'a trouvée et pas moi. C'est vraiment, il y a une notion de ne pas avoir le choix, dans le sens où moi, ma route, elle s'effondrait si Comment expliquer ça? En fait, j'avais déjà des capacités médiumniques et on m'avait déjà dit en clairaudience qu'il fallait que j'aille apprendre l'Ayurveda. Moi, j'étais dans la publicité, donc j'ai pas pris ça au sérieux. Et tout s'est déclenché très vite en fait. Je faisais beaucoup de méditation et de yoga et je commençais à me sentir un peu perdue puisque forcément c'était en train de me raligner sur mon dharma. Et j'ai fait une expérience de mort imminente en février 2007. Donc j'ai compris que c'était pas une plaisanterie et c'est suivi à ça une première grosse erreur sur une campagne de publicité puisque je travaillais dans la publicité. Et j'ai eu une publicité qui a été publiée avec 1000 euros en moins que le prix de la voiture. C'était des voitures à l'époque sur lesquelles je travaillais. Et là, j'ai compris que c'était pas une plaisanterie en fait. J'allais pas bien, voilà. C'est comme dans n'importe quelle transformation, il y a une période de chaos voilà. Et j'ai bien compris que c'était pas une plaisanterie et j'ai eu les informations au fur et à mesure. Après, on m'a dit de partir en Inde, mais à l'époque, j'étais pas trop attirée par ce pays. Donc c'est là-dessus en fait, c'est sur l'ensemble de ces... Quand on se sent poussé par quelque chose et qu'on peut pas le nier, on peut plus nier que c'est la bonne direction. Il y a des fois où on peut faire abstraction, mais là c'était extrêmement clair et je veux pas savoir ce qui aurait pu m'arriver si j'avais résisté. C'est intéressant parce que c'est une réponse que je donne souvent aussi pour mon histoire et que beaucoup de personnes se disent mais comment tu as su que par exemple c'était pas la médecine et que c'était l'Ayurveda, et que j'ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin d'arriver à ce stade-là puisque j'ai juste eu à visualiser et je me suis vue tomber malade en retournant en médecine. Et ça me fait plaisir que tu en parles aussi parce que ça montre qu'il n'y a pas que moi qui utilise cette méthode a priori, ou en tout cas qui écoute ces signes-là. Donc a priori ça t'a mis sur un chemin pas forcément très agréable tout de suite, mais en tout cas très riche. Non, ça a été très agréable. Non, le chemin, en tout cas le début du chemin a été très sympa. Okay. Non, même en général, ça a été plutôt sympa. Donc si je résume, tu es partie en Inde, tu connaissais des gens là-bas ou comment tu as découvert la personne qui t'a enseigné l'Ayurveda? En fait, quand j'ai eu cette clairaudience, au bout de la deuxième fois, je suis quand même, on me l'a dit une première fois, à la deuxième fois, je dis bon ben je vais voir ce que c'est. Donc j'ai fait un stage de 2 jours et c'est la personne qui faisait le stage qui m'a donné les coordonnées du médecin qui m'a acceptée pour 1 an, tous les jours avec lui. Et c'était vraiment destiné parce qu'il n'a jamais pris quelqu'un aussi longtemps que moi. Il n'en a plus jamais repris après. Et il m'a dit que j'étais l'élève la plus talentueuse qu'il ait eue, c'est dire. Donc c'était vraiment, et il a mis à l'intérieur de moi des choses qui sont exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Donc il y a vraiment un truc, quelque chose d'ordre karmique et prédestiné presque. Et j'ai pas eu à attendre longtemps pour qu'il me dise ok, ceci pour une somme qui était tout à fait acceptable vu mon budget de l'époque. Ok, d'accord. Ça a été sur combien de temps donc cette formation ou ce groupe-là avec 1 an et demi. Je devais partir pour 1 an et j'ai prolongé ensuite sur place. Ok. Tu pourrais nous raconter rapidement une journée type de ce type d'enseignement? Tout à fait. Alors, lever, c'était à quelle heure que je me levais? Peut-être 6h, 6h30.
Alors, il y a des fois, je mangeais pas le matin, mais j'ai perdu beaucoup de poids, donc je mangeais parfois un fruit. Je crois que je devais boire du chai le matin. Yoga. Ensuite, étude des textes classiques, révision de mes cours. Ensuite, j'habitais dans la clinique en fait. Arrivée des médecins, premiers soins et consultations. Je crois qu'on commençait soit par les soins, soit par les consultations, et j'oscillais entre suivre les consultations et aller aider aux soins. Ensuite, fin de matinée, j'avais mes cours avec lui. Puis, pause déjeuner avec mon tiffin, qui sont les petites boîtes qu'on emboîte, ou les petites boîtes qu'on emboîte, dans lesquelles je mangeais exactement comme des Indiens, donc riz, légumes, chapati, et c'était parfois mon seul repas de la journée, mais sans les épices, par contre, sans les piments. Ensuite, on reprenait, souvent par des soins. L'après-midi, il y avait pas mal de soins, parfois j'avais 0 pause. Donc parfois même pour laver mon linge, que je lavais bien sûr moi-même à la main, à l'eau froide, j'avais pas le temps. Et ensuite soins, et après le deuxième docteur, parce qu'il y avait 2 médecins, donc revenait, consultation jusqu'à parfois, pouvait aller jusqu'à 23h. Bon, en général ça s'arrêtait avant 22h, et j'avais encore des cours le soir. Et ça pendant 1 an et demi. Parfois on avait le dimanche off, parfois non. Et j'ai eu 2 fois 2 semaines, je crois, de vacances, comme ça. D'accord. Donc c'est de l'Ayurveda en perfusion. Oui, oui. Voilà. L'après-midi soir, et la nuit aussi, du coup. Oui, parce que j'étais dans la clinique, donc ouais. Oui, et tu avais des cours après 23h, après les consultations? Non, ça, parce que déjà, si tu vois, 23h, puis je me levais quand même 6h, 6h30, et à un moment donné, il faut dormir. Rien que pour assimiler l'ensemble des informations. Donc non, oui, c'est ça. Donc non. Et parfois, parce que j'ai passé mon premier niveau de Kathak, donc danse traditionnelle indienne. Génial. Donc j'avais le droit j'avais la permission d'aller prendre mon cours de Kathak. J'y allais à pied, je revenais à pied. Et je revenais en fin de consultation, donc je loupais une partie des consultations. Ok. C'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai que personnellement je m'intéresse beaucoup au lien entre la médecine et les arts culturels parce qu'on parle beaucoup de folklore autour des sciences ancestrales. Et j'entends beaucoup de praticiens dire qu'il faudrait retirer le folklore de l'Ayurveda ou le folklore du chamanisme ou le folklore de ces cultures. Et je me suis beaucoup posé la question, est-ce que ce folklore n'est pas utile? Est-ce qu'il n'a pas une fonction aussi, les arts en général? Même avec Lionel, que j'ai interviewé, qu'en Inde, ils essaient de retirer l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect culturel de l'Ayurveda pour en faire un peu comme une fac de médecine, comme on pourrait avoir en France. Ok. Alors, je pense qu'il y a 2 niveaux de réponse à cette question. Et il y a 2 démarches qui sont différentes. En fait, le folklore, ce qu'il faut voir, le folklore, même, mettons, la médecine actuelle occidentale, quand tu vas dans un bloc stérile, il y a du folklore aussi, mais tu t'en rends pas compte parce que pour toi, c'est la référence en fait. Parce qu'on est élevé sur ça, c'est la référence. Mais rien que dans ce qui est signifié dans un bloc opératoire blanc avec personne autour, c'est déjà aseptisé, donc pas de maladie. Donc déjà, il y a un cadre sans maladie qui est présenté. Et le folklore, en fait, ça sert à conditionner l'esprit sur quelque chose. Donc le folklore est utile. Donc parfois, on peut arriver à soigner des gens parce que le folklore va parler au système inconscient sur l'ensemble de ces symboles et du coup va favoriser la guérison. Sachant que le folklore il parle à l'inconscient, que tu crois ou pas, ou que tu trouves ça kitsch par exemple pour l'Inde, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent paraître kitsch, ou non, ce qui est important, est-ce que ça parle à ton système inconscient? Après, si tu bloques, donc ça c'est pour le système inconscient. Donc je trouve que le folklore a des utilités, très clairement. C'est une manière de se conditionner. Et il faut voir que le folklore, il y en a partout, même quand on essaye de le retirer. Après, quand ces personnes-là disent qu'il faut retirer le folklore, c'est qu'en fait, le folklore, par contre, va souvent heurter le mental. Non pas l'inconscient, mais le mental. Qui, pour lui, il y a des choses qui sont sérieuses,
quand tu sais présenter sur une certaine forme. Donc si on t'accueille dans un bloc stérile en blouse blanche, c'est sérieux. Quand on t'accueille dans un tipi avec des plumes sur la tête, c'est pas sérieux. Mais c'est juste une question de référentiel. Donc pour que ces sciences-là puissent être mieux acceptées, on se remet dans le cadre qui est considéré comme le cadre sérieux. Donc on enlève le folklore. Donc pourquoi pas? Je trouve effectivement, moi-même, j'ai fait attention à, par exemple, sur mes vidéos ou dans n'importe quel type de manifestation, ou encore quand j'étais là, c'était en mars, j'étais dans une conférence internationale pour The One Health. Je me suis pas mise en sari. Voilà. Et j'ai toujours fait en sorte d'enlever ce folklore-là pour l'acceptabilité au niveau mental. Mais après, il faut voir que si par exemple je soignais en sari et que ça avait une répercussion importante sur le conditionnement mental, ça serait peut-être intéressant que je soigne en sari. Donc après, effectivement, il y a je comprends tout à fait cette démarche de dire il faut enlever le folklore. Et d'un autre côté, notamment plus les cas sont désespérés, oui, où il y a beaucoup de résistance, plus le folklore peut avoir une répercussion au final forte. Ok, oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, c'est encore une question de référentiel. Oui, tout à fait. Et le contexte est hyper important. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tes études? En tout cas, celle-ci. Celle que j'ai faite la semaine dernière. On va pas passer toutes celles que tu as faites, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Les premières, cette année. L'année. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans ce que j'ai appris ou dans ce que j'ai découvert? Dans le cadre, dans l'enseignement, vraiment, c'est un truc qui t'a bien marqué, ça peut être plusieurs aussi. En fait, de cette période-là, j'avais trouvé un bon équilibre, en fait, malgré l'intensité que j'ai décrite, qui est le fait de soigner, ça me centrait, en fait. Donc, c'est genre, non seulement j'étais centrée, mais en fait, il faut voir qu'en une journée, on devait avoir une trentaine de patients, ce qui est normal, par exemple en médecine générale, mais l'Ayurveda en Inde est pratiqué comme une médecine allopathique moderne. Et c'est la sensation, en fait, en dehors de ce que j'ai appris, c'est la sensation unique de se sentir au bon endroit, au bon moment, et que tout ce que tu fais te ressente sur toi au lieu de te décentrer, en fait. Ça te donne à la fois une connexion très présente sur ici et maintenant, dans le monde matériel, et une connexion en même temps beaucoup plus presque transcendantale sur je suis ici pour ça, ici et maintenant. Et j'ai eu des difficultés à retrouver cette sensation-là par la suite. Je dirais que c'est ça qui m'a le plus marqué, du coup, l'intensité du travail, le fait d'être complètement monomaniaque, hein, parce que vu voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre dans ta vie, ça pose aucun souci. Voire même, je me souviens, le médecin a fini par me dire « Joyce, il va falloir que tu te calmes, tu travailles trop. » Donc c'est ça que j'en retire. C'est une sensation que je recommande à tout le monde. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une constitution Pitta est quelque chose qui facilite ça? Ce côté d'aimer cette intensité très concentrée sur une seule chose? Tu vas me dire, je ne sais pas, je n'ai pas notre profil. Oui, c'est un peu notre mode de fonctionnement. Et ce qui était très agréable aussi, c'est que j'ai aussi eu des difficultés à retrouver, c'est que tu as tous les moyens pour soigner, puisque tu as tous les médicaments qui sont disponibles, tout est autorisé. Donc tu peux agir en pleine possession de tes moyens, en fait. Et là, la force de cette médecine peut réellement s'exprimer. Donc, mais est-ce que c'est le fait d'être Pitta? Franchement, c'était quand même toute cette période-là, il y avait quand même beaucoup de marques de transcendance, c'est-à-dire l'histoire du Dharma, c'est plus théorique. Donc je pense que si j'avais été Vata ou Kapha, ça serait manifesté d'une manière peut-être intérieure similaire après. Mais c'est vrai que les personnes Pitta aiment bien être focalisées sur ce qu'ils font. En fait, je pense que, mettons, si j'avais été Vata, j'aurais apprécié d'autres choses. Là, par exemple, ce dont je parle, c'est au final un sentiment de pouvoir soigner l'autre. Donc, le pouvoir, c'est important pour une personne Pitta. Après, si j'avais été Vata, j'aurais adoré, puisque j'aurais pu parler à plein de personnes toute la journée différentes et m'intéresser à plein de manières de soigner différentes, sur plein de choses différentes, etc. Et si j'avais été Kapha, Kapha aime soigner, prendre soin de l'autre. Moi, je faisais
jusqu'à une petite dizaine de massages par jour. Donc, et d'ailleurs, quand j'avais arrêté, quand j'étais revenue en France, ça me manquait de toucher en fait, parce que c'était tellement devenu. Donc, je pense que j'aurais eu le même ressenti d'être au bon endroit, au bon moment, ici et maintenant, mais je l'aurais exprimé de manière différente. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Super. Et à l'inverse, c'est quelque chose qui t'a marqué dans le négatif ou en tout cas dans le compliqué peut-être à vivre? Alors, pour mettre le contexte, j'ai vécu donc dans une clinique qui est sur une rue trépassante. Donc une rue trépassante en Inde, ça veut dire qu'il y a beaucoup de klaxons, avec des températures allant jusqu'à 45 minimum. Donc 45, dans la ville où j'étais en général, on n'allait pas franchement au-dessus de 45, mais il fallait savoir qu'on travaillait dans une salle. Les salles de soins étaient dans un endroit où il y avait des questions de sudation en action. Donc dans la salle il faisait 50 degrés. Bon, en fait, on arrive à s'accoutumer. Il y a ça et les stimuli permanents. Donc chaleur plus stimuli permanents plus travail intense, ça faisait que des fois c'était compliqué de gérer en fait. Donc j'ai trouvé que c'était quand même physiquement dur. C'était physiquement, oui, c'est ça. Physiquement dur. D'ailleurs, j'ai perdu 10 kilos et j'étais déjà pas grosse quand je suis arrivée. Donc, ouais, l'aspect physique. Et j'allais te demander ce que l'Ayurveda t'a apporté concrètement, mais tu m'as dit déjà, il y a une espèce de centrage. La médecine, ce qu'elle m'a apporté sur moi, ouais. Ou est-ce qu'elle m'a apporté en général dans ma vie? Quelque chose concrètement personnellement dans ta vie à toi, au-delà du fait de pouvoir soigner d'autres personnes. Quelque chose qui, comme si j'avais reçu une consultation et que j'aurais appliqué, ça aurait changé quelque chose chez moi par exemple. Ou la vision de l'Ayurveda, la vision de la vie peut-être. Je fais partie de ces personnes qui pratiquent l'Ayurveda parce que comme j'avais rien à soigner, ça m'a pas apporté dans ce sens-là. Après, j'ai fait des panchakarma, j'en suis très contente. J'ai la chance, par exemple, actuellement, je travaille avec différents médecins ayurvédiques et parfois, ils me font eux-mêmes des petits check-up et ils trouvent rien à soigner. Donc, j'ai la chance d'aujourd'hui, je touche ma tête, mais je n'ai rien à soigner en fait. Je réagis très bien. Par exemple, je me suis fait opérer des yeux le mois dernier. Le médecin m'a dit vous allez avoir telle et telle conséquence, je les ai pas eues. Donc en fait, l'Ayurveda m'a apporté que mon corps est quelque chose qui me soutient en permanence. C'est un vrai support en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai pas besoin d'aller vers l'Ayurveda pour me soigner de ci ou de ça. Et aujourd'hui, quand j'ai éventuellement besoin de me soigner quelque chose, une fois sur deux, je vais être plus efficace pour me soigner moi que d'aller voir un spécialiste à gauche et à droite, puisque la plupart du temps, de toute façon, ils ne savent pas pourquoi on tombe malade. Donc voilà. Donc ça m'a apporté énormément de choses, mais ça m'a pas apporté une guérison parce que c'était pas nécessaire. Ça m'a... Oui. D'accord. Ça pouvait aussi être une vision de la vie en général, puisque mine de rien, l'Ayurveda, au-delà d'être une médecine, c'est aussi une science qui repense le vivant, qui repense avec la théorie des éléments, avec les doshas, etc. Comment s'est passé le retour en France et ta pratique en France? Alors ça, j'espère que s'il y a des personnes qui ont vécu en Inde, qui verront cette vidéo quand ils reviendront en France, parce que seul quelqu'un qui a vécu en Inde et qui revient en France peut comprendre ce que tu vis. J'ai rencontré une personne comme ça qui avait vécu aussi en Inde, et lorsqu'elle est revenue, elle a vécu la même chose que moi. C'est quelque chose de très particulier. Ça s'est pas très bien passé. Ça a été dur, déjà parce que je suis rentrée en France, parce que je savais que j'avais des choses à donner à la France et à faire en France, mais je suis pas revenue pour moi, dans le sens où moi j'avais construit ma vie là en 1 an et demi, c'était bon, hein, j'avais tout sur place. Donc le retour, réadaptation culturelle, donc c'est-à-dire que ta propre nationalité, tu vois, quand tu rentres en France, tu vois pas des gens, tu vois des Français. De la même manière que quand tu vas dans un pays étranger, au départ, tu vois des gens de tel pays. Donc ça fait très bizarre quand c'est ta propre nationalité. Et je suis revenue en hiver, fin de l'hiver. J'étais forcément devenue plus frileuse, ce qui paraît normal. Et je suis revenue, j'avais tout à construire. C'est-à-dire que ma vie, c'était quelque chose de complètement libre. Donc le mental n'apprécie pas beaucoup donc le retour a été
si difficile, je me suis vraiment accrochée pour pas repartir en fait. Et je m'étais dit, tant que je gagne pas telle somme d'argent, je ne repars pas. Donc le retour en France, en fait, je le résumais de telle manière. C'est comme si on t'avait enlevé le chauffage, la lumière, tu revenais dans un pays qui est plus sombre, parce que tout le monde s'habille en noir en France en plus, avec 20 degrés de différence. Et tout est calme, tout est rangé, et en fait par rapport à l'Inde, t'as l'impression qu'il n'y a personne. J'étais en plein milieu de Paris et les gens disaient « Oh, qu'est-ce qu'il y a du monde dans le métro, etc. » J'ai dit « Mais non, il n'y a personne. » Et ça faisait partie de mon chemin de vie. C'est en fait, la vie te donne beaucoup à un moment donné. Et puis à un moment donné, va falloir sortir du berceau et puis aller donner ailleurs en fait. Et si on te donne, c'est pas pour que tu restes au même endroit. Et du coup, j'ai dû apprendre à tout réadapter en France de ce que j'avais appris, à me réadapter moi, à réadapter tout ce que j'ai appris et à être autonome dans ce que j'ai appris. C'est-à-dire que quand je suis rentrée en France, j'avais plus aucun référent, j'avais plus aucun support en fait. Et ça, c'est très désagréable, mais c'était nécessaire. Donc voilà, c'était pas le meilleur moment de mon expérience entre l'Inde et la France. Oui, et puis à l'époque, j'imagine que l'Ayurveda c'était encore moins connu que maintenant. Donc lancer ta pratique, comment ça s'est passé pour toi? Franchement, ça a été quand même. J'ai fait des erreurs de débutant. Moi, je ne savais pas du tout comment ça commençait. Donc, j'ai refait un cabinet qui ressemblait à ce que j'avais vécu en Inde. Donc, super beau cabinet à Charenton-le-Pont. Voilà. Et moi, je pensais qu'une fois que tu ouvrais ton cabinet, la clientèle arrivait. Et je me suis rendu compte que non. Donc en fait les frais, je me souviens j'avais un loyer de 900 € par mois, donc très rapidement ça n'a plus été possible. Et voilà, donc après j'ai changé de lieu, puis ça a grossi, ça a grandi de petit à petit. Et la vie m'a toujours supportée sur le chemin de l'Ayurveda, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que, par exemple, rapidement je me suis dit peut-être qu'il faut que je prenne un deuxième travail. J'ai commencé à chercher, et le moment où ça a commencé à devenir critique, j'ai 12 000 € qui sont tombés du ciel. Ce qui m'a permis ensuite de construire la première école, et ensuite la première école a fait le relais, et en fait, il y a toujours eu quelque chose en fait. Donc les débuts n'ont pas... Franchement, j'aurais pas envie de le refaire, mais voilà, j'ai pas souffert, ou j'ai pas dit mon Dieu, j'y arriverai jamais, parce que tout simplement la question d'y arriver ou pas, je me souviens... quand j'étais rentrée d'Inde, j'étais encore dans l'appartement de la personne qui m'hébergeait le temps que je trouve un... Et avant de partir en Inde, j'avais vu une médium. Je me suis dit, peut-être je vais aller voir pour savoir si... Et je me suis dit, non, je vais pas la voir, parce que de toute façon, j'ai pas le choix de réussir ou pas. Il est hors de question que je revienne dans la publicité. Donc voilà, non, j'ai pas du tout de mauvais souvenirs. La seule chose, c'est quand on se lève tous les matins et qu'on n'a pas forcément de consultation ou de choses à faire, il faut réussir à garder le cap. À l'époque, j'imagine que les réseaux sociaux, c'était pas quelque chose qui était en tout cas très utilisé au niveau professionnel, en tout cas pas dans ta pratique sûrement. À l'époque, il y avait, l'époque on a l'impression que c'était il y a oui, ça commence à faire un petit peu. Facebook fonctionnait déjà. Moi, j'ai jamais été très réseaux sociaux, mais nous, on recrutait pas de cette manière-là. C'était beaucoup bouche à oreille, et après tu mets tes cartes dans des endroits, tu fais des conférences, et voilà. J'ai hésité à te poser cette question, mais je vais quand même te la poser. Qu'est-ce que ça fait, surtout quand tu t'es formée en Inde, tu vas me dire que tu étais en ville, mais de pratiquer l'Ayurveda en ville, et surtout une ville comme tu as Paris, sachant que tu viens de la campagne, ou en tout cas de l'Auvergne. Oui, parce que tu as vu là où j'ai grandi. Oui, du coup, très bel endroit. Donc, comment ça a résonné pour toi de pratiquer l'Ayurveda, qui est une médecine énormément basée sur la nature, dans un milieu aussi urbain? En fait, pour être honnête, quand j'ai ce type de questions, enfin ce type de sujet, de questions qui arrivent, j'ai toujours, mon premier ressenti, c'est une légère irritation, qui est parce que dans le milieu de l'Ayurveda, on préférait tous être à la campagne, vivre avec nos vaches, on préférait tous, non, pas forcément moi, mais en fait il y a ce folklore, encore une fois, qu'il faudrait vivre dans la nature, etc. Mais l'irritation, elle vient du fait que, quelque part, je trouve ça un peu égoïste, dans le sens, en ville, il y a donc énormément de clientèle potentielle, mais c'est pas cette question-là, c'est que si on fait de l'Ayurveda, à un moment donné, c'est parce qu'on veut aider
Et si tu aides 3 paysans autour de toi, c'est bien, mais si tu peux aider 150 personnes en un mois, c'est peut-être mieux. Donc, en tout cas, moi, dans ma démarche, c'était pas... et c'est, je pense, sur le long terme, un défaut d'ailleurs de ma part. J'avais pas de questions sur est-ce que j'ai avoir de la nature autour de moi, etc. J'ai appris ça, ça a une valeur inestimable parce que j'ai pu avoir toutes ces connaissances-là sur du aussi long terme. Encore là, la semaine dernière, j'avais toutes les connaissances à disposition, tous les professeurs pour moi à disposition. Je vais pas aller me mettre en race campagne, ça serait injuste vis-à-vis de ce que la vie me donne et de l'intérêt, parce que j'ai conscience que tout le parcours que j'ai fait, il y a quand même ok, on me donne tout ça, mais c'est pour que j'en fasse quelque chose, quoi. Sinon, ce serait pas juste. Donc cette notion-là de campagne et de nature n'a pas fait partie de ma réflexion. Ma réflexion a été toujours comment est-ce que j'atteins un maximum de personnes avec cette pratique-là, pour qu'en France, on arrête de se poser la question de pourquoi on tombe malade. Voilà. C'est une très bonne réponse, parce qu'en effet, il y a beaucoup, je trouve, de croyances sur à quoi devrait ressembler l'Ayurveda. Quand on est praticien d'Ayurveda, ou quand on est prof de yoga, ou quoi que ce soit. Et je trouve ça intéressant de se poser la question finalement, pourquoi en fait il faut absolument qu'on soit en pleine nature, dans une hutte, ou je ne sais quoi. Et que toi, tu souhaites amener l'Ayurveda dans un endroit qui ne soit pas forcément évident justement d'avoir ce lien avec la nature, mais que ce soit un peu une bulle pour les personnes qui vivent en ville justement. C'est intéressant. Je voulais un peu te parler d'une autre branche très importante de ta pratique et de ta personne, qui est la médiumnité. Notamment, quand est-ce que tu as découvert que tu avais ces dons-là? En fait, c'est une médium qui m'a dit que j'étais médium. C'était quand j'ai publié chez Dangle, l'édition Dangle. Il y a eu un espèce de pot ou de repas que l'édition Dangle a fait avec pas mal de personnes qui ont été publiées à ce moment-là. Et dedans, il y avait une médium et elle me regarde, on discute comme ça, elle me regarde et elle me dit « mais vous êtes médium vous aussi ?» Et donc, ça a été une validation en fait. Je voyais des choses avant, mais... donc au final, j'ai pas été auto-déclarée, j'ai été déclarée par une personne qui était déjà elle-même déclarée et connue dans ce métier pour ça. Après, directement qu'elle m'a dit ça, je me suis pas du tout installée en tant que médium, etc. J'ai pas mal... je crois que j'ai pas mal attendu. Enfin, les choses se sont faites de manière... avec du temps au final. Parce que Dangle, c'était en 2011, quelque chose comme ça, 2011-2012. Et au départ, j'avais une pratique seulement sur de l'Ayurveda. Et je voyais que quand je cherchais, parce que vraiment, le fait d'aider les gens, c'était viscéral. Si quelqu'un venait à mon cabinet, il est hors de question que je trouve pas la solution. Donc, du coup, je cherchais énormément et j'essayais des choses et souvent ça marchait en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai vu que je pouvais en fait. Et en fait, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je la rends plus visible, mais c'est parce que j'aime beaucoup ça en fait. Et tu disais que justement ça t'aidait dans ta pratique. Comment tu l'utilises concrètement? En tout cas, comment tu l'utilises dans ta pratique de l'Ayurveda? Comment tu maries ces deux pratiques-là? Alors, en général, maintenant je les différencie. Je les marie plus parce qu'au départ je les mariais, mais je m'en rendais pas compte en fait. Une des choses qui a commencé à me mettre des questions, c'est quand par exemple, quand je décrivais le profil ayurvédique d'une personne. Et au bout d'un moment, je voyais bien que ce qui sortait de ma bouche, c'était pas des choses que j'avais apprises ou que je pouvais savoir. Et que j'étais tout simplement en train de décrire énergétiquement la personne. Par rapport à l'énergie qu'elle renvoyait, non pas par rapport seulement aux connaissances que j'avais en constitution de naissance. Donc à une époque, en fait, l'objet c'était d'aider la personne à tout prix, c'est-à-dire vraiment je mettais toutes mes énergies, tous mes efforts dans la consultation pour que la personne ait quelque chose des au mieux. Ce qui compense aussi le manque d'expérience. Enfin, le manque d'expérience, oui, à une époque, j'avais 2-3 ans d'expérience, maintenant j'en ai plus. Donc forcément, il faut mettre plus d'efforts dans ce que tu fais. Mais souvent, en fait, c'est rare que les deux soient combinés. Je trouve ça mieux parce que sinon, il y a des personnes qui pourraient être inquiets de « tiens, je viens en consultation d'Ayurveda et elle va me faire de la médiumnité, je viens pas là pour ça du tout ». Donc c'est pas du tout mon genre de faire ce genre de choses-là. En général, c'est qu'il y a toujours, lorsqu'il y a des demandes précises, soit de guidance, là, c'est quand ça vient sur de la guidance que je déclenche ça. Mais là, par exemple, pour les consultations d'aujourd'hui, si en fait en médiumnité on ne me demande pas, je fais pas. Une ou deux fois, je me suis risquée à dire des trucs parce que voilà, c'est naturel.
Le feedback est pas terrible, donc j'arrête. Donc en fait non, il n'y a pas de mixage, il y a pas. En fait, je fais pas d'Ayurveda à ma sauce entre guillemets. J'essaie de retranscrire. Soit je fais vraiment l'Ayurveda, et si je fais médiumnité ou guidance, après il y a certaines choses que je peux faire en médiumnité ou guidance, et il va y avoir des explications d'Ayurveda. Je veux dire, par exemple en médecine ayurvédique, ce qui se passe dans votre esprit, ça correspond à ça, ça et ça, et voilà. Mais je fais pas. Je suis très spécialisée en Ayurveda, comme tu le sais. Et j'aime pas trop les mix de je fais à ma sauce, c'est pas trop dans mes pratiques en fait. Donc soit je fais l'un, soit je fais l'autre en fait. Mais aujourd'hui je mixe. Et c'est pour répondre à des problématiques différentes. Et il n'y a pas des moments où tu sens qu'une consultation d'Ayurveda n'a pas lieu d'être accompagnée par l'Ayurveda, mais plus par de la médiumnité? Si, je vais rectifier, il y a un seul moment en Ayurveda, si j'ai du temps, à la fin, je dis à la personne pourquoi elle est tombée malade. Et en Ayurveda, on apprend toutes les causes des maladies. Mais je lui donne pourquoi est-ce que la personne tombe malade, pour qu'elle comprenne le message qu'elle se dit elle-même. Parce que c'est un message qui est codé, sinon, et c'est fait exprès que ce soit codé. Sinon, on serait obligé de changer tout de suite. Si on se comprenait tout de suite, ce serait pas drôle. Sinon, des personnes qui viennent en Ayurveda, non, souvent, non, parce que l'avantage, c'est que l'Ayurveda, c'est très physique. C'est sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire que ça réancre beaucoup, mais la connexion vers le haut, on est là en fait pour préparer au yoga en fait. Donc quand on est sur quelque chose qui demande un peu de transcendance et de voir au-dessus, c'est bien de passer sur, ou même d'autres sciences védiques, comme du Jyotish ou du Tantra ou du yoga, mais l'Ayurveda c'est spirituel, ça c'est sûr, mais ça te prépare à quelque chose. Donc c'est rare que je switch. Souvent c'est la demande qu'il faut que je clarifie. Parce que parfois je comprends pas très bien, mais il m'arrive que j'ai des gens qui arrivent, qui me disent voilà j'ai telle maladie, bon ça c'est soigné par telle médecine, voilà, mais je voudrais savoir qu'est-ce que ça a comme sens pour moi. Et donc du coup là je fais pas de l'Ayurveda, je switch sur l'autre moment. Ok. Parce qu'il m'arrive aussi, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir des personnes qui viennent pour, selon la Constitution, qu'est-ce qui serait le meilleur métier ou la meilleure vie en fait pour moi. Ah, d'accord, ok. Et parfois c'est vrai qu'il m'arrive de dire, écoutez, la Constitution c'est une chose, mais je peux vous faire une liste énorme de ce que peut faire un Pitta, de ce que peut faire un Kapha et de ce que peut faire un Gamata. Et en fait, finalement, c'est pas vraiment ce qui est fait, mais pourquoi et comment c'est fait. Là, tu me disais, on aurait pu faire le même stage ou la même formation d'un an et demi et vivre totalement des choses différentes. Absolument. Donc c'est en ça que je me disais peut-être qu'il y a des mix parfois, mais finalement c'est plus vraiment de ressort de l'Ayurveda à ce niveau-là. En fait, là, justement, quand tu es sur des descriptions de qu'est-ce qui serait bon pour moi en Ayurveda, tu vas donner des généralités, mais au final, la demande, la plupart du temps, elle est beaucoup plus précise en fait. En gros, dites-moi, si on résume, hein, la demande c'est dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Et là, effectivement, c'est quand même pas mal de switcher sur un peu de médiumnité ou de guidance énergétique spirituelle, quoi. Parce que l'Ayurveda va dire globalement... Sinon, il y a quelque chose d'intéressant dans le cas que tu m'évoques. On peut revenir aussi sur les piliers de la personne. Qui sont, mettons, si elle pose la question, pourquoi est-ce qu'elle pose cette question déjà? Est-ce qu'elle n'est pas dans le bon métier? Si on est sur Dharma, Artha, Kama, c'est les piliers de la santé. Si jamais le métier, mettons, elle n'est pas dans le bon métier, il y aura forcément une somatisation quelque part. C'est obligatoire. S'il y a zéro somatisation, ça veut dire qu'elle est dans le bon métier, qu'elle est dans son Dharma. Voilà. Je l'ai pas encore ressenti, c'est ça. Donc, ce type de demande pourrait aussi être traité en Ayurveda en se basant sur les piliers de la santé, qui sont pour les personnes qui écoutent, qui sont donc le chemin de vie, les ressources et le plaisir qu'on a à faire quelque chose. Ok, très bien. Sachant que tu as ces deux, je me suis demandé, est-ce que ça t'intéresserait de nous dire quelle est l'énergie du pays de la France, puisque tu me disais, quand tu rentres en France, tu ressens qu'il y a quelque chose de différent par rapport à l'Inde, par exemple. C'est bien, je reviens d'Inde hier, donc voilà, et effectivement, c'est à chaque fois parce qu'en fait, quand je rentre dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel pays, j'ai les vibrations du pays qui arrivent. C'est pas besoin de les chercher, c'est systématique. Donc là, quand je suis rentrée en France hier matin, j'ai ressenti, c'est la première fois que je ressens ça en France, j'ai ressenti beaucoup d'amour dans l'air,
c'est-à-dire, pour être précise, une énergie qui est douce. La France, c'est un pays très calme au niveau vibratoire. Alors, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont voir cette vidéo qui me disent mais non, c'est pas du tout calme. Non, non, mais allez comparer avec d'autres pays, c'est très très calme. Même en plein milieu de cœur de Paris, c'est très très calme au niveau de la densité informationnelle, au niveau énergétique. Donc c'est toujours, donc du coup le mental a une capacité de prise très importante en France, c'est ce que je me disais en passant la douane. Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent, du coup le mental est en capacité à cadrer sur les choses sont comme ça. Parce que plus il y a une densité d'informations importante, moins le mental est en capacité à contrôler les événements. Puisque ça vient, le système inconscient prend énormément le relais. Et c'est toute la densité énergétique qui fait qu'en permanence, etc. Et le mental va avoir du mal à trouver des logiques à ce qui se passe et à se dire c'est comme ça que je veux que ça soit fait, c'est comme ça que ça se passe. Et en France, c'est pour ça qu'on est un pays qui est très mental. D'ailleurs, le bleu du drapeau français correspond au niveau mental. Et c'est ce que oui, j'ai ressenti hier, capacité, parce que rien qu'en revenant en France, du coup, mon mental se remet d'aplomb. Alors qu'en Inde, l'émotionnel... Du coup, c'est l'émotionnel qui vit tous les stimuli en permanence et qui te dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et le mental qui dit laisse tomber, moi je suis plus. Ce qui se passe. Donc oui, une énergie très douce, relativement épurée. Et du coup, le mental peut se dire bon, c'est comme ça qu'il faut que les choses sont faites. J'imagine aussi que du coup, on est aussi en fin d'été. C'est une énergie, cette histoire d'amour que j'ai ressentie ou de douceur ou de quelque chose qui enveloppe. Je pense que c'est aussi lié à la période, on est à la fin de l'été. Les gens, pour la plupart, ont pris des vacances, se sont reposés, ont récupéré du soleil et donc du coup émanent collectivement une énergie plus agréable que fin juin ou que dans 2 mois par exemple. Et donc du coup collectivement, puisque c'est une dynamique collective, quand on arrive sur le pays, on le sent. Et le pendant peut-être plus challengeant, négatif du pays? Alors moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est que la capacité de création en France, oui. Alors en Inde, 24 heures, t'as ce que tu veux. En France, mais le mental contrôle tellement que pour créer quelque chose avec ce qu'on appelle soit pas la loi d'attraction, puisqu'en Inde, on n'a même pas besoin de ce type de concept-là. En Inde, on pense à quelque chose, on veut quelque chose émotionnellement, hop, ça arrive. Alors après, il faut faire attention parce qu'en France, on n'est pas gêné par la simultanéité de ce qui arrive. Je trouve qu'il y a une difficulté à créer ce qu'on veut par l'énergétique, par la pensée, par la projection énergétique. On crée ce qu'on veut quand même, mais parce que le mental est tellement fort que tout ce qui passe de là au chakra coronal, ça bloque. Le mental, il fait voilà ce qui est possible et ça doit s'arriver comme ça, donc ça arrivera comme ça. Et comme il n'y a pas suffisamment de charge énergétique pour faire sauter ce bloc-là, du coup, la capacité de création des choses, je trouve, est lente en fait. Est lente, il faut répéter ce qu'on veut, répéter. Voilà. Et je me disais ça encore hier. Voilà, si vous voulez faire bouger votre vie, partez en Inde, ça va se créer beaucoup plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'il faut rester sur le territoire. C'est ça. Donc si on résume, l'administration française n'est qu'une matérialisation de notre état d'esprit à être un petit peu trop peut-être contrôlant, ça serait la mieux. Oui, merci pour le mot en fait, oui, parce que c'est un terme beaucoup plus exact. Oui, il y a des Français, en France, tu peux être contrôlant. Et en Inde, tu sais pas, moins être possible. Oui, t'as admis que c'était pas possible, j'imagine, oui. Mais tu peux contrôler en n'étant pas contrôlant. Enfin, non, tu peux suivre le fil sans contrôler en fait. Et d'ailleurs, la première fois l'année dernière qu'on a emmené des élèves en Inde, le credo du groupe c'était Follow the Flow. Oui. Je crois que c'était très très juste. Et donc rapidement pour l'Inde, le positif et puis le pendant peut-être plus négatif du pays. En termes énergétiques, quand on arrive, je trouve qu'il y a aussi une énergie un peu cocon, un peu. Je trouve que l'énergie est quand même très maternante. Souvent d'ailleurs on dit Mother India. Il y a quelque chose de très maternant qui arrive quand on. Maternant, dès qu'on pose le pied à l'aéroport, il y a une odeur particulière qu'on retrouve qui peut être possible s'il y a beaucoup de chaleur et d'humidité, qui est typique. Et là, dès qu'il y a cette odeur-là, on se dit je suis en Inde. Et après, c'est la densité sonore.
Alors, il y a une pollution sonore qui est très très importante, mais au niveau énergétique, le ressenti c'est d'être mis dans quelque chose qui est à la fois un cocon et qui en même temps peut être étouffant même. Mother India, une mère, ça peut être un cocon, mais ça peut être étouffant aussi. Et avec des énergies qui partent dans tous les sens. Donc là, si tu viens de France et que ton mental est sur pause, je suis contrôlant, tu regardes tout et tu fais c'est n'importe quoi. Voilà. Donc du coup, le mental français va commencer à tout juger. Oui. Alors ça, mais c'est quoi cette manière de faire? Mais ça, c'est pas possible. Mais ils sont débiles de faire des trucs comme ça. Mais c'est quoi le sens de ça? Donc voilà. Et du coup, après, il va y avoir de l'irritation, de l'irritabilité, parce que forcément, la capacité à contrôler va, au fur et à mesure que les heures passent, va chuter. Après ça, tu vas avoir une phase de lâcher prise sur « bon, j'ai compris ». Et là, c'est bon, le pays va te faire « c'est bon, t'as compris comment ça se passe chez nous, bienvenue en Inde ». Et tu vas voir que tu peux quand même avoir ce que tu veux, mais sans te dire « c'est comme ci, comme ça et machin ». Non, tu dis ce que tu veux, tu prépares tout ce que tu veux, mais là, j'étais donc avec une amie expatriée le week-end dernier à New Delhi, et elle me disait « il y a 2 cas de figure en Inde ». Elle est là-bas depuis 15 ans, hein, elle y vit en permanence. Les choses se font quand les étoiles s'alignent. Donc, tu prépares tout ce que tu as préparé, tu fais ton max, et de toute façon, les choses vont arriver. Mais c'est pas toi qui décides quand ça arrive. Et si ça se fait pas, malgré tout ce que tu as préparé, c'est que ça se fera pas de toute façon. Donc, d'où le fait qu'en Inde, c'est mou, ça répond pas, ça machin. Et puis d'un coup, ça s'aligne et tout s'accélère et les choses se font même plus rapidement qu'en France. Le mental en Inde rapidement se dit mais je vais jamais avoir ce que je veux tellement parce qu'il y a une certaine dynamique qu'on a qui est très yang en fait en France et il faut apprendre à avoir une dynamique beaucoup plus yin. Tu vas pas chercher l'extérieur parce que l'extérieur te ramène vers l'intérieur et c'est de l'intérieur que tu dis voilà je voudrais bien ça et là ça arrive. Mais le temps de switcher dans un sens ou dans l'autre, ça demande une adaptation et quand on revient en France c'est l'inverse, on est dans une énergie beaucoup plus yin. Et là, ben non, en France, il faut aller chercher à l'extérieur. Si tu attends que ça arrive de l'intérieur, ben, tu peux attendre un certain temps. Donc la France te fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir aller vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est 2 pays qui sont très différents dans leur dynamique. La France est un pays très solaire. Avec le coq, avec le lion, en astrologie, c'est les énergies qui vont être reliées à la France notamment. D'accord. Le roi soleil, le doré qu'on retrouve dans les châteaux, ce genre de choses. Et oui, l'astrologie indienne est d'ailleurs basée beaucoup plus sur la lune que sur le soleil. Donc c'est intéressant de cette allusion à la mer indienne je parlais. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui soit ont envie d'aller en Inde où ils sont allés et me disent s'ils y sont allés, c'est tu aimes ou t'aimes pas. Mais c'est tu aimes ou tu ne peux pas. C'est vraiment très tranché. Et ceux qui veulent y aller, c'est j'aimerais vraiment y aller mais je suis pas encore prêt. Genre, il y a comme une idée qu'il faut se préparer pour aller en Inde parce que c'est tellement puissant, etc. qu'il y a vraiment besoin de préparation, peut-être même plus mentale que physique, j'imagine. C'est ce que j'ai les retours que j'ai. Oui, c'est les retours habituels que je connais, tout à fait. Merci pour ce diagnostic énergétique de la France et de l'Inde. Si vous voulez plus de pays, vous pouvez mettre en commentaire. Et je voulais finir sur ton école. Et puis notamment des conseils de manière générale pour ceux qui souhaitent se lancer en Ayurveda ou s'ils sont déjà lancés, se perfectionner ou même s'installer. Peut-être nous décrire déjà quelle a été ta volonté avec ton école, pour qu'on comprenne un peu l'intention derrière. Alors, pour l'école en général, c'est quelque chose qui m'a été présenté. C'est-à-dire, on m'a proposé de lancer ma première école en fait. Donc moi j'ai dit, ouais ok, c'est intéressant. Et en fait, les choses ont pris une proportion beaucoup plus professionnelle et importante que ce que moi j'avais projeté en fait. Cette école-là n'a pas marché, ou plutôt a marché le temps qu'elle devait marcher, c'est-à-dire de manière courte. Et la première enseignement que j'en ai tiré, c'est ça manque de conscience. C'est-à-dire, j'avais déjà enseigné pendant 1 an des personnes, et je voyais qu'en fait, les gens apprenaient l'Ayurveda, mais il n'y avait pas de changement chez eux en fait. Donc du coup, d'où le nom de la 2e école qui est Ayurveda et conscience pour moi. Si on apprend quelque chose, c'est censé à un moment donné aboutir à une modification, une transformation, une évolution, une amélioration, enfin quelque chose, un mouvement en fait. Et effectivement, à partir du moment où j'ai mis en
place cette école-là, j'ai observé que les élèves évoluaient d'une année sur l'autre. Donc l'intention, c'était beaucoup sur la conscience. Parce que ce que je voyais dans ma première école, c'était trop, bah là on fait comme ça et comme ça. Et ce que j'ai vu être fait dans ma première école, par un certain nombre d'élèves, par des professeurs, etc. Je me disais, quel est l'intérêt de pratiquer l'Ayurveda s'il n'y a pas de conscience? En tout cas, c'était pas ce que je voulais faire. Qui manquait de fond, c'est ça que tu entends par manque? Non, c'est-à-dire que si on fait de l'Ayurveda et que derrière, on ne suit pas le code moral, et quand je dis suivre le code moral, c'est les suivre dans les grandes lignes à minima, je vois pas trop, en tout cas pour moi ça manque d'intégrité en fait. Donc là je fais référence à des événements qui sont passés que seules les personnes concernées peuvent comprendre, mais ça m'a vraiment mis en lumière ce point-là. Et donc je me suis dit, moi j'ai pas envie d'entraîner des personnes et de former des personnes pour qu'ensuite il y ait des actes qui sont très limites qui puissent être faits en fait. Parce qu'au final, la démarche que j'essaye de... Parce que l'objet, c'est que ça apporte du mieux en fait. Autour, quand par exemple tu fais tes consultations d'Ayurveda, et ce mieux-là, c'est à la fois dans ce qu'on fait avec les personnes qu'on aide, mais aussi par notre attitude. Donc c'était l'intention. L'intention, c'était clairement faire un cursus professionnel. De toute façon, dès le départ, j'étais formée comme ça. Donc pas faire quelque chose en dilettante. Et qu'il y ait une transformation, une conscience qui s'installe sur voilà ce que je fais. Mais que ça s'installe tout seul. Donc ce que j'observe du coup dans l'école, c'est qu'il y a beaucoup de transformations. On a eu beaucoup de grossesses aussi à l'école. Beaucoup de grossesses à l'école. Oui, il y a eu beaucoup de bébés Ayurveda. Ça avait commencé déjà avant dans la première école. Dès la première année, il y a eu un bébé Ayurveda alors que c'était une toute petite école. Et lorsqu'il y a des choses négatives, les gens les quittent au bout d'un moment. Je le vois sur plusieurs années et je pense qu'il y a des personnes peut-être qui se reconnaîtront pas mal ou des personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Et je suppose que c'est parce que j'ai émis cette intention-là. Par contre, il y a un volet que j'avais pas, moi, anticipé, qui est parfois... Je suis pas arrivée là, mais n'importe qui a conscience de ce que représente de dire que ton école s'appelle Ayurveda et conscience que ça implique au niveau énergétique. C'est-à-dire que moi-même, s'il y a des moments où j'ai pas conscience de quelque chose, je vais devoir y faire face. C'est en fait du coup un nom qui est très challengeant pour la personne qui le diffuse. Parce que j'ai des feedbacks du coup permanents et c'est vraiment... des fois j'aurais mieux fait de mettre Académie d'Ayurveda. Ça, énergétiquement, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais du coup, le résultat est que il y a des personnes qui sortent de l'école, dont tu fais partie, qui ont une belle énergie et qui ont conscience de si je fais ça, et pas que au niveau de je mange ci ou je mange ça. Et ça vaut le coup. Et c'est particulièrement le cas puisque tu as ajouté un cursus plutôt tourné sur l'intuition. Donc le programme s'enrichit en fait d'année en année. Donc là, si les gens s'inscrivent, qu'est-ce qu'ils apprendront dans les grandes lignes? Alors dans les grandes lignes, je transmets 90% de ce que j'ai en termes de médiumnité par des techniques qui sont simples. Puisque la médiumnité, c'est surtout de la technique. Si on n'a pas le don, on peut le compenser par il faut faire ça, ça et ça, et tu récupères l'information que tu veux. Donc la personne apprendra quelles sont ses facultés médiumniques naturelles, c'est-à-dire est-ce que la personne est plutôt clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, etc. Et chaque personne a des prédispositions. Ensuite, la lecture psychique, c'est-à-dire si je mets à une personne tel nom de personne et tel nom de personne, qu'elle puisse me décrire la relation, ce qui se passe entre eux, si ça se passe bien, etc. Ou ça peut être le cas entre un pays et une situation, une date et tel événement qu'on veut savoir. Donc pour cette année, on a fait par exemple à quelle heure Marilyn Monroe est morte, quel jour, pourquoi est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle a été tuée ou pas. On est allé voir la relation entre Louis XIV et sa mère dans le passé. On a allé voir quand est-ce que la guerre en Ukraine allait s'arrêter, etc. C'est dans les grandes lignes. Donc on apprend à lire ça de manière collective. Ensuite on fait aussi des prédictions et on voit, on prédit, donc en groupe, en plus c'est enregistré, donc, et après on voit qu'est-ce qui s'est produit. Et voilà. Donc pour la guerre en Ukraine, on ne peut pas prononcer maintenant, j'imagine, puisqu'on attend la confirmation, c'est ça?
Ben là, si je peux dire la date qui a été, qui serait officiellement là où l'armistice serait signé, parce que c'est une guerre, donc je suppose qu'il y a un armistice, serait en août 2024. D'accord. Sachant que d'ici là, à un moment donné, ça va se calmer, mais ça va mettre un petit peu de temps pour que ça soit signé, quoi. D'accord. Donc je leur souhaite qu'on se soit trompé, parce que ça va durer 2 ans encore. Ok. Donc ça c'est pour le cursus médiumnité. Et dans l'Ayurveda, dans les grandes lignes encore une fois, qu'est-ce que tu abordes? Parce qu'il y a des écoles qui font pratiquement que de l'alimentation et du massage, il y a des écoles qui vont plus ou moins profondément en fait dans l'Ayurveda. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Bah, vous avez tout le package. Ouais, c'est ça. Si vous voulez devenir médecin ayurvédique comme en Inde, on essaye de faire au plus proche que le Sans être possible. médecin du coup. Sans être médecin, pardon, oui. faut pas dire ce nom-là. Non, je reviens juste d'hôpital ayurvédique, mais c'est pas une médecine. Non. Donc, si tu veux, on peut les renvoyer sur le site directement s'ils veulent avoir le programme, parce que c'est très riche. C'est vraiment très riche et il y a de nouvelles choses tous les ans. Donc, non, je vais mettre le lien et vous pourrez aller voir en dessous, ce sera plus simple. Et dernière chose, un conseil pour les personnes qui souhaitent se lancer en tant que praticien. Alors, quand on veut se lancer en tant que praticien, je vais parler par rapport à ce que je vois en France. Essayez pas de faire du bien à la personne. Essayez de diagnostiquer c'est quoi le problème. Parce que c'est ce que je vois généralement dans les praticiens formés en France. Il y a beaucoup cette volonté de je vais faire du bien, je vais machin. Rappelez-vous qu'effectivement c'est une médecine non reconnue en France, donc on ne peut pas dire que c'est médecine, mais que c'est quand même une médecine. Donc là, on va arriver à être pertinent lorsqu'on a diagnostiqué. Donc dans vos consultations, essayez de vous focaliser sur diagnostiquer. C'est quoi le problème en termes de sous-dosha? Alors si vous connaissez le nom des maladies, vous avez diagnostiqué la maladie, très bien. Mais sinon, c'est quoi les sous-dosha, dosha, etc. et comment j'y réponds, etc. Au lieu justement de transmettre un folklore, que l'Ayurveda c'est bien et spirituel, c'est pour que la personne puisse avoir un résultat. Puisque de toute façon, c'est comme ça qu'ils font en hôpital, là où j'étais encore la semaine dernière. Ils sont pas sur on va prendre sur la personne, c'est non. Il y a ça, on répond par ça et ça. Donc, et ça va vous permettre en plus d'être plus efficace, je pense. Et c'est ce dont les personnes ont besoin plutôt que de leur transmettre Alors c'est bien le côté cocoon, on apprend à mieux se connaître, à mieux manger. Mais l'objet c'est qu'est-ce que la personne demande et comment est-ce qu'on a le résultat. Il faut que ça passe par le diagnostic. Donc passez du temps sur le diagnostic. Essayez d'être vraiment le plus pointu là-dessus. Sur ok, c'est un problème en vata, mais quel sous-dosha, si vous en êtes à ce niveau-là, quel dhatu, combien de temps ça va mettre pour être soigné, etc., etc. Et en plus, vous allez renvoyer une image professionnelle accrue. C'est ce que je verrai comme super. Voilà. Merci beaucoup à toi. Et on pourra aussi, vous verrez sur le site que Joyce et son école proposent des voyages en Inde. Donc des compléments de formation en Inde pour se perfectionner, pour vivre aussi l'ambiance de ce pays qui est très particulière. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Joyce pour ce temps. Merci beaucoup Manon. Et puis s'il y a des questions qui vous restent, vous pouvez les mettre en commentaire et puis je pourrai les poser directement ou Joyce pourrait y répondre si elle le souhaite sous les commentaires. Mais je pourrais faire le relais si besoin. Donc merci à vous d'avoir été présents et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.